ce qu'on sent qu'on doit faire, poème ou vendange, il faut le faire, voilà tout. Simone Veil, lettre de 1941. Alors, je noterai d'abord la date, 41, c'est déjà une date un peu avancée dans la guerre. La conférence de 26, c'est 1942, donc les choses vont déjà très mal. Mais puisque je suis ici un petit peu pour réagir à cette phrase et parler un peu des 5 femmes à qui je dois presque tout dans la vie, je pense que ce choix est vraiment frappé au coin du bon sens. Ce qu'on sent qu'on doit faire, il faut le faire. Paul Valéry, dans les cahiers, dit quelque chose qui est un petit peu... qui revient au même. Il dit la bonté a quelque chose de belliqueux. Ce ne sont pas des bons sentiments. Les bons sentiments, on les a et puis on rentre chez soi et on les oublie. Prendre sur soi de faire quelque chose, je ne parle pas d'un poème ni des vendanges, mais qu'on doit faire quelque chose parce que quelque chose d'impérieux semble nous le dicter. Alors ça, c'est de l'ordre presque, pas tout à fait de la guerre, mais c'est un instinct belliqueux. Il faut s'insurger contre tout le monde, en tout cas contre le sens établi. C'est le cas des 5 femmes dont, je crois, nous allons avoir l'occasion de parler. Marcel Cohen, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est en présence de votre production littéraire toute récente, les dernières toutes récentes depuis 10 ans. Mais voilà, et donc on a lu vos livres et on les a énormément goûtés. Donc je suis très honorée et très heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Je vais vous présenter très rapidement pour ceux qui ne vous connaissent pas. Vous êtes né à Paris à la fin des années 30, enfin à Asnières tout précisément, mais vous avez grandi à Paris. Et à 5 ans et demi, vous ne devenez pas seulement orphelin, vous échappez à la rafle qui emmène en déportation votre mère, votre petite sœur, une grande partie de votre famille, grands-parents, oncles. On est en 43 et ensuite vous vivez caché à Messac, en Bretagne. Votre scolarité semble être en dents de scie. Tout ça, je le tire de vos livres. Hein. Le bac, école de journalisme. Vous devenez reporter, journaliste-reporter. Vous travaillez notamment pour le Reader Digest. Et vous n'avez jamais cessé d'écrire depuis 1969. Mais je dirais que depuis 1980, votre littérature, votre écriture est occupée par un thème très précis, c'est celui de l'absence. Comment rapporter des faits de façon stricte autour d'une ellipse, d'un vide, d'une absence. Vous êtes un factographe, Marcel Cohen, vous êtes un écrivain des faits. Et dans votre vie actuelle, j'ai cherché et j'ai pas trouvé grand-chose, mais j'ai compris que vous alliez passer vos vacances, parfois, avec votre épouse, à Quiberon. Est-ce que je me trompe ? Bien sûr, bien sûr. Mon enquête a été assez partielle, et donc j'aimerais poser quelques petites questions à Marcel Cohen, s'il est d'accord. Oui, bien sûr, bien sûr. Votre début de vie morcelé, on l'a compris, vous a-t-il donné le goût des choses qui durent ? Alors peut-être, encore que je ne sois pas sûr que les livres durent vraiment, c'est souvent une marchandise éphémère. Est-ce que j'ai vraiment le goût des choses qui durent ? Je ne sais pas. Je réponds très vaguement à votre question parce que je n'ai pas de réponse plus précise à vous faire. Peut-être, oui, peut-être. Alors maintenant, j'ai une question factuelle, puisque vous aimez les faits. Vous pouvez me décrire l'impression qui vous a habité, l'émotion qui vous a envahi quand vous êtes arrivé à la campagne, à 5 ans et demi, le petit citadin, Marcel Cohen, arrive à la campagne. C'est un choc affreux. J'étais un petit Parisien avec des mi-bas blancs. Ma mère voulait absolument que mes mi-bas blancs soient toujours en bonne position, sous le genou et pas tourbichonnant. Donc, je me souviens quand on
On était tous les deux dans la rue, elle me faisait poser le pied sur un banc public pour remonter mes chaussettes. Donc vous voyez, et du jour au lendemain, donc un petit citadin très, très bourgeois de la plaine Monceau, et qui se retrouve avec des sabots à la campagne, dans la bouse de vache. C'est un choc terrible. Et puis j'avais peur des vaches, c'était la première fois que je voyais une vache. C'est très impressionnant, une vache, vous savez. D'accord. C'est intimidant, en effet. Est-ce que les femmes, vous leur devez la vie de ce livre, 5 femmes que vous venez d'écrire, est un livre absolument fondamental, parce qu'il éclaire de 5 regards votre itinéraire. On comprend que vous avez, grâce à elle, réchappé à beaucoup d'avanies. Est-ce que vous diriez que c'est leur sens de l'action efficace et nette qui vous a sauvé ? Oui, ça, c'est l'évidence, vous avez raison. Mais c'est la spontanéité, c'est l'absence de réflexion avant de passer à l'action qui m'a étonné. Annette, je ne sais pas si c'est le moment de l'évoquer directement. Qui est donc la gouvernante qui travaillait chez vos grands-parents paternels. Pas tout à fait la gouvernante. À l'époque, on parlait d'une bonne à tout faire, hein, vous savez. Elle avait été engagée une dizaine d'années plus tôt par mes grands-parents paternels, qui étaient des personnes âgées déjà. Il y avait encore à la maison 4 garçons qui n'étaient pas mariés, aucun n'était marié. Donc ça faisait une grande famille. 6 personnes, plus une tante, qui était une grande-tante à charge. Ça faisait 7 personnes à nourrir, il fallait une jeune bonne. Annette est arrivée dans la famille, elle est devenue un petit peu le chef d'orchestre. Il s'est trouvé que mon père était le premier des 4 frères Cohen à se marier, donc ma mère a été la première jeune femme arrivée dans la famille, où il n'y avait que des hommes. Je suis le premier petit enfant, donc j'ai été hyper choyé, et ma mère a été acceptée non seulement par la famille, mais enfin par la famille au sens le plus large, avec beaucoup de chaleur. Mais aussi par Annette dans la cuisine, parce que vous dites que c'est un des souvenirs du rire de votre mère qui est resté dans la mémoire des personnes, c'est qu'on entendait Annette rire avec votre mère dans la cuisine. Ma mère avait un sens de l'humour, je crois, avait un charme très grand. C'est pas moi qui suis en mesure de dire ça, mais tout ce qui m'a été rapporté sur ma mère le confirme. Et quand elle s'affairait à la cuisine avec Annette, la bonne, elles riaient toutes les deux, et elles riaient tellement que tout le monde venait voir ce qui se passait à la cuisine. La famille habitait un grand appartement sur le boulevard de Courcelles, face au parc Monceau. Il y a un très long couloir, on entendait leur rire de très loin, tout le monde venait. Et puis personne ne repartait de la cuisine. Donc voilà. Marcel Cohen, on va parler plus longuement après, mais pourquoi est-ce que vous aimez les chiffres romains ? Je vois tout le temps fait 1, fait 2, détail 2, sur la scène intérieure 3. Voilà. Je ne sais pas. Alors oui, on m'a déjà posé la question, je n'ai pas de réponse très pertinente à faire. Peut-être parce que il me semble que au XIXe siècle, les chapitres étaient numérotés en chiffres romains. Mais c'est une coquetterie, ou vous pensez que quelque part ça structure aussi une œuvre ? Je pense que ça... Alors d'une part, le numérotage des chapitres montre qu'il y a une continuité, même si on peut voir d'abord la rupture. Mais c'est un petit peu... Il me semble que c'est une coupure plus franche que des numéros arrondis. Voilà. Merci de vos réponses franches, justement. Mais je vous en prie. Venez avec moi, s'il vous plaît. Marcel Cohen, merci d'avoir accepté de venir nous raconter de vive voix ce récit de votre vie, qui est comme un récit très, 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 très dense et riche, puisque vous avez, dans votre écriture, une capacité à ne pas briser
les ellipses de votre vie, à ne pas les écraser dans trop de mots. Il y a dans votre écriture quelque chose qui rend possible la mise en présence de ce qui vous est vraiment arrivé lorsqu'à 5 ans et demi, votre mère et sa famille sont raflés et vous êtes l'un des derniers survivants de votre famille. Et donc j'aimerais vous poser une première question, Marcel Cohen. C'est ce jour-là d'août 1943, vous semblez avoir été conduit au Parc Monceau à Paris pour une promenade, parce que vous dites vous-même dans un de vos livres que vous étiez ce jour-là un peu turbulent. Et à ce moment-là, eh bien, grâce à cela, vous échappez à la rafle. Oui, il y avait un piano dans le salon de mes grands-parents paternels, un boulevard de Courcelles, et un enfant de 5 ans, près de 6 ans, et un piano, ça fait nécessairement du bruit. Donc ma mère s'est emportée un petit peu, et elle ne voyait pas de moyen de me calmer. Elle a demandé à Annette, la bonne de mes grands-parents paternels, de m'emmener au Parc Monceau pour que je me calme un petit peu. À noter que ma mère ne pouvait pas elle-même m'emmener au Parc Monceau car elle portait l'étoile jaune et comme vous le savez, les Juifs n'étaient pas autorisés à pénétrer dans les jardins publics, pas plus que les chiens. Mais vous aviez moins de 6 ans, donc vous n'étiez pas obligé de porter l'étoile jaune. Voilà, c'est tout à fait ça. Donc ma mère demande à la bonne si elle veut bien m'emmener au Parc Monceau. Elle m'emmène au Parc Monceau. Et quand je suis un peu calmé et que nous revenons, la concierge du 90 boulevard de Courcelles nous attend devant la porte. Elle nous a vu descendre et nous empêche de monter. La police était encore à l'appartement. Donc nous avons attendu la bonne et moi sur le trottoir d'en face et nous avons vu toute la famille descendre, monter dans des camions. Et j'ai même encore en souvenir le petit geste de ma mère avant de disparaître dans le camion. En se cachant des policiers, elle faisait un petit geste de la main comme ça pour me dire « Ne restez pas là ». Voilà. Voilà la dernière image que j'ai de ma mère, c'est celle-là. Non, ce n'est pas tout à fait la dernière image, puisque je l'ai vue ensuite à l'hôpital Rothschild. Parce qu'elle avait, je dois préciser, vous aviez une petite sœur qui avait 3 mois à l'époque, oui. Monique, et oui. Comme elle portait cet enfant dans ses bras, elle a dû rester quelques semaines à l'hôpital Rothschild à Paris. Et dans votre livre, vous décrivez de façon très, comme toujours, très pudique et juste ce regard qu'elle vous adressait par la fenêtre. Vous restiez sur le trottoir d'en face. Vous semblez dire qu'il y avait du brouhaha autour d'elle et qu'elle aussi elle perdait par inquiétude ses cheveux. C'est ça? Alors, dans un premier temps, je montais voir ma mère dans la salle commune. Il faut dire qu'au terme des accords entre la France et l'Allemagne, on ne déportait pas les enfants de moins de 6 mois. Alors, ma petite sœur avait 3 mois à l'époque. Donc pendant 3 mois, ma mère est restée prisonnière à l'hôpital Rothschild avec ma sœur. Mes oncles m'ont emmené voir ma mère, c'était la moindre des choses. Jusqu'au moment où l'un de mes oncles paternels, déporté lui aussi, qui se trouvait à Drancy, a appris à Drancy, en parlant avec d'autres détenus, que la police arrêtait les enfants en bas âge et aussi les proches des femmes qui étaient détenues à la sortie des visites. Donc l'un de mes oncles, depuis Drancy, a fait parvenir un petit mot à ma mère pour lui dire « Arrête de faire venir Marcel à l'hôpital, tu lui fais courir un risque énorme, je t'en supplie, arrêtons de faire des bêtises. » Alors, j'ai donc cessé de monter voir ma mère dans la salle commune, mais on allait la voir et depuis le trottoir, nous la voyons à la fenêtre, derrière la vitre fermée que vous évoquiez. Et elle faisait des gestes, comme ça muet, comme on parle devant une glace, sans pouvoir se faire entendre. Et
voilà, nous faisions des gestes sur le trottoir et puis nous repartions. On lui faisait parvenir quelques provisions par des gens qui montaient. Voilà. Marcel Cohen, vous avez également un jour bénéficié d'une lettre de votre mère qu'elle a envoyée depuis le camp, qui demandait à Annette, cette fameuse Annette dont nous parlions tout à l'heure, de vous prendre chez elle comme si vous étiez son fils. Et ça vous a sauvé la vie, cette lettre finalement que votre mère adresse à Annette en 1943. C'est la dernière lettre de ma mère. Elle l'a jetée au-dessus des barbelés du camp de Drancy. Quelqu'un l'a ramassée, il l'a mise sous enveloppe, il l'a timbrée, il l'a postée. En réalité, ma mère a effectivement demandé à Annette de s'occuper de moi comme de son fils. Et Annette avait déjà pris sa décision de me faire venir chez son mari à Messac, en Ille-et-Vilaine, en Bretagne. Donc voilà, quelqu'un s'est chargé de m'emmener chez Annette, en Bretagne. Et puis de 1943 à 1945, j'étais un enfant caché, comme des centaines, voire quelques milliers d'autres enfants juifs en France. Est-ce que je peux vous poser une question indiscrète ? Le fait de ne jamais avoir eu d'acte de décès de Monique, votre petite sœur, ni de votre mère, vous a-t-il laissé à l'esprit la possibilité de les voir réapparaître à un moment ou à un autre après-guerre ? Oui, dans l'immédiate après-guerre, évidemment, tout le monde pensait que les disparus reviendraient un jour. Enfin, on l'espérait. Je me souviens encore que j'allais avec l'un de mes oncles voir à l'hôtel Lutetia la liste des déportés qui rentraient, les rescapés qui rentraient. Bon, voilà, mais il n'y a pas eu de miracle. Il n'y a pas eu de miracle, mais vous avez quand même interrogé des personnalités à propos de votre petite sœur, qui n'avait que donc 6 mois alors qu'elle est arrivée. Alors plus tard, bien plus tard, enfin disons une quinzaine d'années plus tard. Comme quoi ça vous travaillait quand même. Oui, bien entendu, bien entendu. Je suis tombé sur un court texte expliquant que certains enfants juifs avaient été sauvés par les nazis parce qu'ils avaient un type arien, les yeux bleus, les cheveux blonds, et qu'on les confiait à des familles allemandes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants pour une raison ou pour une autre. Or, Monique avait les yeux bleus. Elle avait les yeux bleus. J'ai découvert, il n'y a pas très longtemps, qu'elle était brune, hélas. Elle n'est pas tout à fait le type germanique. Mais voilà, alors, à 18-20 ans, je suis allé voir la Croix-Rouge internationale à Paris. Et j'ai demandé si on pouvait faire une recherche concernant ma sœur. On m'a reçu avec beaucoup de gentillesse, je dirais même d'affection. Et l'homme qui m'a reçu, j'ai remarqué ça sur le moment, mais je ne l'ai compris que bien plus tard, à noter tout ce que je pouvais lui dire sur une feuille volante. Pas de formulaire à remplir. Il ne m'a pas demandé mon adresse, il ne m'a rien demandé. Une désinvolture, quoi, comme une sorte de... Je crois que c'était plutôt... comment dire... non pas à mon égard, il voulait montrer qu'il allait faire quelque chose, mais il savait que c'était complètement inapproprié, complètement impossible. Et par conséquent, il allait déchirer ce papier dès que je serais sorti de son bureau. Mais je l'ai compris beaucoup plus tard. Marcel Cohen, vous avez une histoire qui rend un peu fou, non ? Si vous n'aviez pas écrit tous ces livres, est-ce que vous auriez pu vraiment vous l'approprier, cette histoire ? Vous voulez dire l'inventer ? Non. Est-ce que cette histoire très, très particulière dont vous témoignez aujourd'hui par les livres, si vous n'aviez pas pu l'exprimer à travers les livres, est-ce qu'elle vous aurait complètement asphyxié ? Alors, peut-être.
j'ai l'impression que ma propre survie et ma biographie ne sont pas les bonnes, parce que, en tout cas, si je parle si peu de moi dans mes livres, c'est parce que ça n'a pas d'importance que je sois devenu écrivain, cuisinier ou délinquant, ça ne change rien à cette histoire. Et cette histoire, je ne suis pas qualifié pour la raconter, c'est l'histoire de milliers d'enfants juifs qui sont passés à travers les mailles du filet. Elle n'est pas très originale. Je vous parlais tout à l'heure de ma peur des vaches quand j'étais enfant. Tous les petits Parisiens juifs transplantés à la campagne ont eu une peur atroce des vaches. Dans un film qui s'appelle Le vieil homme et l'enfant, on voit même ce détail. Donc vous voyez que ma propre biographie ne m'appartient pas en propre, elle appartient à tous les enfants de ma génération, survivants bien sûr. Mais d'où vous vient alors ce qui fait que votre récit est original, Marcel Cohen, et que pour moi il vous appartient vraiment à vous? D'où vous vient cette sorte de scrupule qu'on devine à restituer de façon extrêmement pudique et parfois même allusive, enfin en tout cas pas allusive, de façon extrêmement à la fois pudique mais précise, la vérité que vous avez pu voir de vos yeux? Alors, c'est un scrupule, vous nous faites un cadeau à ce moment-là. Alors c'est gentil de me dire ça, mais je me méfie terriblement de la fiction, vous savez. Donc j'ai l'impression que ce qui m'est arrivé, ce qui est arrivé à toute une civilisation, à ce gouffre béant au cœur d'une civilisation, ça ne peut pas s'exprimer d'une manière logique, et notamment par la fiction. Une fiction, c'est quelque chose de logique, c'est un début, un apogée, une fin, ça veut dire quelque chose, ça a un sens, c'est une articulation intelligente, on passe d'un chapitre à un autre chapitre. Or, tout ce que j'ai pu comprendre de ma propre vie, tout ce que j'ai pu comprendre de ce gouffre immense qui s'ouvre au cœur d'une civilisation extrêmement évoluée, ça ne répond pas à la logique, ça répond à des instincts sur lesquels on s'interroge encore. Bon, voilà. Donc, je ne peux pas écrire de fiction, ce ne serait pas, permettez-moi l'expression, ce ne serait pas logique, vous voyez, de trouver un sens, de trouver une forme intelligente pour quelque chose qui est la bêtise et la brutalité absolue. Bon, voilà, donc je ne peux m'en tenir qu'à des faits minuscules que je rapporte scrupuleusement. Et comme vous le savez, dans mes livres, je suis, je crois, le seul écrivain à citer toutes mes sources en fin de volume. C'est votre côté journaliste. Dans un ouvrage, voilà, comme le journaliste que j'ai été, était censé pouvoir le faire à tout moment. Est-ce que vous sentez que vous appartenez à une communauté souterraine, secrète, de personnes qui ont vécu des drames de cette envergure-là, et que finalement vous vous reconnaissez les uns les autres, et vous échappez d'une certaine façon à l'humanité légère et superficielle? Non, je ne dirais pas ça, ce serait très prétentieux de ma part. Et puis... Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous unit à ces personnes qui ont vécu des grands drames? Je dirais même que le contraire. Je dirais même que des hommes et des femmes qui ont eu une vie semblable à la mienne, j'ai plutôt tendance à les fuir. Ça ne m'intéresse pas, mon enfance, ça m'ennuie. Ça ne m'ennuie pas de vous en parler de manière superficielle, comme nous le faisons. Merci. Là, je le fais très volontiers avec vous. Mais écrire vraiment sur mon enfance, je ne l'ai jamais fait. Et ça m'ennuie profondément. Je pense qu'un écrivain n'est pas fait pour parler de lui, il n'est pas fait pour parler de son enfance. Il n'est pas qualifié non plus. Il faut faire une psychanalyse si on veut comprendre quelque chose à sa propre enfance. On ne peut pas écrire son autobiographie. Et
le premier livre que nous évoquions tout à l'heure a été publié par J.B. Pontalis. Je cite ses initiales parce qu'il avait horreur qu'on dit son vrai prénom, oui. De son vrai prénom. Donc J.B. Pontalis avait inventé une catégorie autre d'autobiographie, c'était l'autographie. Elle disait, l'autographie, c'est j'écris en mon nom, mais je ne me regarde pas dans un miroir. Je prends la responsabilité de ce que j'écris, quand je parle de moi, quand je parle des gens que j'ai connus, mais je ne parle pas de moi, je ne me regarde pas dans un miroir, je ne parle pas de ma vie telle que je crois pouvoir la comprendre. C'est un travail beaucoup trop difficile, c'est le travail d'un psychanalyste ou d'un psychanalysant. Hein. N'empêche qu'en lisant vos livres, on a l'impression qu'on traverse non seulement un XXe siècle, comme vous le dites, occupé par une béance au milieu, mais aussi cela résonne avec toutes les grandes relations qui structurent notre vie et qui sont parfois des épiphanies de vie. Et donc je vous remercie beaucoup, Marcel Cohen. Je rappelle le titre de votre dernier livre, 5 femmes sur la scène intérieure. C'est paru chez Gallimard dans la collection blanche. Mais bien avant, il faut reprendre la source sur la scène intérieure. C'est le tout premier qui est paru en 2013, si je ne me trompe pas. Et je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et je vous dis à très bientôt, Marcel Cohen. Merci pour votre invitation.